Chers amis du collectif pour la paix au Kosovo, bonjour. On est très heureux de continuer notre série d'entretiens. Et aujourd'hui, un très grand ami de la Serbie, le colonel Jacques Hogar, que vous connaissez tous, et qui va nous faire le plaisir de répondre à nos questions et à vos questions en fait. Et donc, Jacques Hogar, je présente quand même, qui est cet officier de la Légion qui a participé à plusieurs opérations au Rwanda, au Tchad, en Somalie. Mais ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, qui a participé en 1999, il nous le dira plus tard avec plus de précision, à l'opération au sein du groupement interarmé des forces spéciales au Kosovo-Metochi, au cœur de l'Europe, pour défendre des populations qui étaient encore attaquées par certains groupes. Et il a notamment défendu le monastère de Delic ardemment. Et nous le remercions. Et il a ensuite donné énormément de conférences, vous savez, où il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce point. Il a tiré aussi de son expérience au Kosovo-Metochi un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle L'Europe est morte à Pristina. Et pour cette œuvre, qui est déjà très importante, le colonel a reçu le titre d'officier de la Légion d'honneur, et en Serbie, l'Église orthodoxe serbe est décernée l'ordre de Saint-Sava. Donc nous sommes très contents, colonel, aujourd'hui, finalement, d'avoir un lien entre vous et nos auditeurs, nos internautes, qui nous suivent depuis plus d'1 an au sein du collectif pour la paix au Kosovo. Alors ma première question sera la suivante, c'est celle de Dimitri. Dimitri, qui vous a posé la question hier. Dans quel état avez-vous trouvé le Kosovo avec vos troupes à l'été 1999? Et en quoi consistait votre mission pour la partie militaire française? Alors, je vais répondre à cette question de la manière la plus simple. Quand je suis rentré au Kosovo-Metochi fin juin 99, c'était juste après les accords militaires de Kumanovo, qui avaient été signés par la Serbie et par l'OTAN, les puissances appartenant à l'OTAN, et qui autorisaient en quelque sorte, sur la base de la résolution 1244 de l'ONU, qui autorisait les forces internationales à rentrer dans la province serbe pour y mettre un terme à toute activité militaire, quelle qu'elle soit, c'est important, aussi bien l'activité militaire serbe que l'activité militaire des rebelles albanais de l'UCK. Donc nous sommes rentrés, moi j'ai été le premier pratiquement avec mes éléments, la troisième Jeep, si je puis dire, à rentrer dans Gnilane le premier jour de l'entrée des forces françaises et des forces otaniennes dans la province serbe du Kosovo. Et l'impression que j'en ai eue était assez étrange parce que quand nous sommes rentrés dans Gnilane, nous avons été accueillis par les autorités serbes sur place, mais nous n'étions que de passage, nous devions poursuivre vers le nord, bien sûr vers la zone, la future zone de responsabilité française qui était Kosovska Mitrovica et la pointe nord du Kosovo, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et l'accueil fait par les autorités serbes était tout à fait correct, mais froid, et on peut les comprendre. Et puis, les rues étaient désertes, en fait. Et quand nous sommes ressortis des premières réunions avec les autorités serbes de Gnilane, autorités civiles, autorités militaires, la ville s'était remplie pendant ce temps-là d'une foule, d'une multitude d'Albanais qui hurlaient avec des drapeaux de l'OTAN, des drapeaux américains, et donc des gens qui n'étaient pas très loin. Quand nous étions rentrés dans Gnilane, il n'y avait personne. Et donc j'ai senti tout de suite la tension qui existait évidemment, et la difficulté que nous allions avoir avec cette population albanaise très revendicative, haineuse vis-à-vis des Serbes qui étaient avec nous, qui se sont fait conspuer, insulter, et très franchement, ça m'a pas beaucoup plu, pour donner mon sentiment exact. Voilà. Je me suis dit, on assiste à la revanche de la populace.
Voilà comment je l'ai ressenti. Voilà ce que je peux dire. Alors la mission, elle était simple. La mission pour mon groupement, je commandais le groupement interarmé des forces spéciales, c'était de préparer l'engagement dans sa zone de responsabilité de la future brigade française, la brigade Leclerc, commandée d'ailleurs par un de mes cousins, le général Bruno Kusch, qui était à Mitrovica, je veux dire à Kumanovo à ce moment-là, et qui allait devoir se déployer dans la zone de Mitrovica. Ce qui fait que ma mission a été courte, en fait. J'ai passé 18 jours, je crois, au Kosovo, Metochi proprement dit, et je ne suis pas resté à Gnilane, je suis passé par Pristina que j'ai contourné et j'ai rejoint Kosovska Mitrovica. Le tout en hélicoptère, j'avais envoyé mes éléments par la route, les premiers éléments légers par la route pour sécuriser la zone en arrivant. Et en arrivant à Mitrovica, j'ai eu un accueil très chaleureux des autorités serbes, beaucoup plus chaleureux que je ne l'avais eu sur la frontière au départ avec l'armée serbe et ensuite à Gnilane avec des autorités civiles et militaires. Parce qu'entre-temps, je crois que le téléphone serbe avait bien marché et que nos amis avaient compris que je n'étais pas là pour leur mettre la tête sous l'eau, mais au contraire pour assumer ma mission de la manière la plus correcte qui soit, la plus équilibrée qui soit. Voilà ce que je peux dire. Alors ma mission, c'était de prendre contact avec la partie serbe pour préparer le départ de la province, leur départ de la province, et de prendre contact avec l'UCK pour les amener au désarmement et au respect des engagements qu'ils avaient signés également dans cet accord militaire de Kumanovo. Voilà ma mission. J'avais une mission plus discrète, dont je peux parler maintenant, mais qui était d'enquêter autant que possible. Ce n'était pas mon métier, je ne suis pas policier ni gendarme, mais de recueillir les informations sur les exactions qui avaient pu être commises pendant les mois précédents dans la province. Ah, très intéressant. Effectivement, c'est vrai que c'est une mission qui était très, très large finalement. Alors, une deuxième question, celle d'Antoine, qui recoupe un peu ce que vous avez dit au début, mais quand même, pour préciser, quels ont été vos rapports avec les Albanais en général, si vous voulez, non seulement avec la population, mais est-ce que vous avez eu des rapports, par exemple, avec les guerrilleros de Lučeka? Alors c'était dans ma mission de prendre contact avec les Albanais de l'UCK. Alors j'ai pratiqué en fait quelque chose d'assez simple. J'avais 2 adjoints, officiers supérieurs. J'ai affecté un lieutenant-colonel qui était un de mes 2 adjoints au contact avec l'UCK. Je préférais me spécialiser, si je puis dire, sur les Serbes, qui me paraissait être la partie la plus importante et la plus noble, entre guillemets, puisque c'était une province serbe, c'est l'administration serbe avec laquelle je devais discuter en premier. Mais bien entendu, j'avais besoin de contact avec l'UCK, ça faisait partie de ma mission, et j'ai confié donc cette tâche d'entrer en contact avec l'UCK et de les traiter au quotidien à un de mes 2 adjoints, ce qu'il a fort bien fait. Je me suis évidemment j'ai été amené, plus exactement, à rencontrer les chefs locaux du CK plusieurs fois pour leur mettre les points sur les i, mais j'avais toujours un peu de recul par rapport à eux. Je n'étais pas leur interlocuteur quotidien, si vous voulez. Quand j'intervenais vis-à-vis d'eux, c'est que la situation le nécessitait et qu'en général, je n'étais pas très content. Voilà ce que je peux dire. Donc l'accueil des Albanais, la population albanaise a été chaleureuse jusqu'au moment où ils ont compris que je n'étais pas là pour faire le lit des Albanais, mais que j'étais là pour appliquer ma mission de la manière la plus honnête et la plus droite qui soit. En particulier que lorsque je voyais des exactions se produire sur des Serbes ou les Roms, il faut aussi parler des Roms, qu'on oublie trop souvent dans cette affaire, et bien évidemment, je prenais des mesures de rétorsion vis-à-vis de l'UCK. Ça ne leur a pas toujours plu, et ce qui m'a amené à modifier l'image qu'ils avaient au départ de l'intervention française sous bannière de l'OTAN, en tout cas dans la partie française de la zone que nous occupions. Voilà, donc
Je vois que votre internaute pose la question, y a-t-il une forme de communication? La forme de communication, elle était réduite, si vous voulez, à des Ouais. échanges physiques. Il n'y avait pas j'avais pas de médias, de moyens de communication. J'ai utilisé un peu les médias occidentaux, les rares médias occidentaux qui étaient sur place. Je crois qu'il y avait le Républicain Lorrain, ou je crois me souvenir de quelques médias quand il y a eu l'affaire du monastère de Devitch, pour attirer l'attention des médias occidentaux, français notamment, sur le fait que les gentils Albanais n'étaient pas aussi gentils qu'on le disait en France et dans les médias d'Occident, et qu'ils étaient capables de faire de véritables saloperies, parce que, pardonnez-moi l'expression, mais parce que le mot est juste, comme ce qu'ils ont fait subir au monial du monastère de Devitch pendant 3 jours et 3 nuits, à la mi-juin 99. Voilà, donc ça, je pense que j'ai utilisé quand je le pouvais les médias, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, ma communication, c'était la communication directe avec les acteurs locaux, qu'ils soient serbes ou albanais. Et je vous remercie, hein. C'est très très intéressant, puisque c'est des enseignements vraiment à la fois sur l'actualité des événements à l'époque, qu'on apprend beaucoup de plaisir aujourd'hui. Alors, la troisième question est beaucoup plus personnelle, hein. C'est Zoritza qui vous demande quel est le moment le plus dur que vous avez vécu sur le terrain, et en même temps, quels sont les moments les plus heureux finalement que vous avez connus au sommet Toshi durant cette mission. Alors, c'est le moment le plus dur. Est-ce qu'il y a eu un moment le plus dur? Oui, je peux dire un moment compliqué pour moi. C'est le moment, j'ai eu plusieurs moments un peu compliqués, mais un peu durs, si vous voulez. C'est Zoritsa est une jeune femme probablement, ou une dame. Elle pose ça avec sa sensibilité féminine. Moi, je ne dirais pas que ça a été dur, je dirais que ça a été difficile. Difficile, je peux citer évidemment l'anecdote, si je puis dire, dramatique du monastère de Devitch, et le moment où il a fallu sur place nous rendre compte des exactions du CK et donner la liberté à la communauté monastique des moniales de Devitch de quitter Devitch ou d'y rester. J'étais plutôt partisan de les voir rester à Devitch, dans ce monastère euh, séculaire, où elles ne font que prier. Et d'ailleurs, où elles attirent aussi des femmes musulmanes qui viennent se recueillir depuis des décennies. Bon. Et ça, c'était un moment difficile parce que je leur ai demandé, je les ai plutôt incités à rester, en leur disant bien sûr qu'en contrepartie, nous les protégerions, mais je n'avais pas de garantie sur l'avenir. Vous voyez, c'est une responsabilité morale que j'ai prise. Le deuxième moment difficile, ça a été cette affaire comment dirais-je, d'embuscade provoquée par l'UCK sur un convoi de civils serbes qui quittaient Peć en direction de Kosovska Mitrovica, pris sous le feu des terroristes albanais de l'UCK. J'ai appris l'information, j'ai eu l'information tout de suite, car j'avais avec moi un officier de liaison de l'armée serbe et un officier de liaison de la police serbe auprès de mon petit état-major pour avoir les informations en direct. Et quand on m'a appris ça, c'était en fin d'après-midi, je crois le 17 juin, j'ai envoyé tout de suite un hélicoptère armé vérifier cette information. Et mon officier opération à bord de l'hélicoptère m'a rendu compte tout de suite, m'a dit oui, il y a bien une embuscade à tel endroit. C'est une colonne de civils serbes étalée sur 2 km ou 3 km, avec des tracteurs, des camions, des petites voitures, des Yugos surchargés de personnes et de matériel. Et effectivement, ils sont dans un dispositif d'embuscade où on leur tire dessus des mouvements de terrain avoisinants. Alors, j'ai donné d'abord l'ordre à l'hélicoptère de faire le nécessaire, c'est-à-dire de tirer au canon de vin au-dessus des têtes des assaillants pour les faire déguerpir. Mais j'ai eu dans la foulée un appel du général britannique, sous les ordres duquel j'étais censé me trouver, qui commandait l'ensemble des forces spéciales alliées, me demandant pourquoi je faisais tirer avec un hélicoptère sur des SAS britanniques. J'ai dit, mais mon général, je suis surpris d'apprendre que vous avez des SAS
britannique, des 22e SAS, dans la zone française de responsabilité, et mêlé à des terroristes qui sont en train de s'en prendre à la population civile. Dans ces conditions, je ne réponds pas de la sécurité de vos SAS. Moyennant quoi tout le monde a déguerpi et la colonne de réfugiés a pu être dégagée et reprendre sa progression vers Kosovska Mitrovica. J'avais autorisé le colonel commandant la brigade serbe qui était en train de se retirer vers la Serbie de Serbie, si vous voulez, de revenir, de renvoyer des éléments pour assurer la protection de ces malheureux Serbes qui quittaient leur province pour un exil qui allait durer un certain temps pour la plupart d'entre eux. Voilà, ça, ce sont des souvenirs douloureux. Souvenirs plus joyeux, je dirais joyeux, je ne sais pas si c'est le mot non plus, mais gratifiant, profondément gratifiant. C'est le sourire de Mère Macaria, monastère, higoumène du monastère de Sokolica, tout à côté de Kosovska Mitrovica, quand elle m'a reçu après pour me remercier de ce que nous avions pu faire, qui n'était pas grand-chose, mais qui était le témoignage de la solidarité des soldats français vis-à-vis de la population serbe, vis-à-vis des monastères orthodoxes, nos frères chrétiens. Je tiens beaucoup à ça. Et nos frères serbes, n'oubliant pas notre amitié séculaire, mais qui avait été renforcée ô combien par nos sacrifices communs lors de la Première Guerre mondiale, l'armée serbe et l'armée d'Orient côte à côte. Voilà ce que je peux dire de ces... Et puis une impression d'abattement quand je me suis retrouvé dans l'hélicoptère me ramenant en Macédoine et d'où j'allais reprendre un avion pour la France, abattement parce que je savais que je partais et que je laissais derrière moi une situation infernale pour les Serbes et cette minorité serbe et minorité rome dans cette province martyre du Kosovo. Donc voilà, un sentiment très partagé. Et mon colonel, les Serbes vous en sont encore très reconnaissants. Hein, et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, hein, on a mis l'émission, mais on a un nombre incroyable de messages de soutien, notamment de la part d'un certain Zvezdan, que vous connaissez bien, hein, de la part de beaucoup de Serbes. Ah, c'est un ami. Et oui, et donc on le salue ici. Non, mais Dieu merci, j'ai encore beaucoup de liens. J'ai beaucoup de liens avec la Serbie et j'en ai même encore plus chaque année qui passe parce que je me découvre des nouveaux amis. Et ça, c'est extraordinairement riche au plan humain. Hein. Voilà. Oui. Bien sûr. Alors, on va poursuivre. Yves vous pose une question à propos de votre livre, hein, donc l'Europe est morte à Pristina, et se demande que signifie pour vous ce terme finalement. Est-ce que mort, est-ce que c'est la fin de l'Europe pour vous, la fin d'une civilisation européenne, ou est-ce que c'est le début peut-être d'une reconfiguration de l'Europe? Donc, que signifie selon vous ce titre, hein? Vous avez choisi, alors maintenant il y a quelques années, mais peut-être encore valable aujourd'hui. Alors ce titre, oui, je pense qu'il est plus valable que jamais. En fait, ce titre, j'ai choisi un peu par provocation, par réaction anti-kouchnérienne primaire, je dirais, parce que quand M. Kouchner a pris les fonctions de gouverneur du Kosovo, nommé par la dite communauté internationale, avec l'approbation évidemment de l'Union européenne, il a prononcé cette phrase « L'Europe est née à Pristina ». Et ça m'a tellement révolté que je me suis dit, j'écrirai un jour un livre pour dire ma vérité sur le Kosovo, et ce titre est choisi d'avance. Ce sera « L'Europe est morte à Pristina », pied de nez à M. Kouchner. C'est la première raison. Ce n'est pas suffisamment valable pour répondre à la question de notre ami Yves. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour moi l'Union européenne qui est morte à Pristina, parce que l'Union européenne a failli. En emboîtant le pas à l'OTAN, l'Union européenne a failli. Et ce jour-là, pour moi, elle est morte. Elle a fait que je suis devenu un anti-Union européenne forcené. Voilà. Et mon engagement vient du Kosovo en 1999.
J'ajoute que quand j'entends Jens Stoltenberg, actuel secrétaire général de l'OTAN, dire que l'OTAN et l'Union européenne ne sont que les deux faces d'une même pièce, vous m'aurez compris. Je n'ai pas de regret pour avoir choisi ce titre, L'Europe est morte à Pristina, car je pense que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, est morte. Elle a failli, d'ailleurs on le voit bien tous les jours, actuellement, ne serait-ce qu'à propos de cette épidémie de coronavirus, mais même sur des programmes militaires, sur un certain nombre de questions économiques. On voit bien qu'aujourd'hui, la BCE est en conflit avec la Cour de Karlsruhe sur la dette et la mutualisation de la dette. Donc on voit bien que c'est un, comme aurait dit le général de Gaulle, c'est un machin. L'Union européenne est un machin et il est mort en 99. Alors il vit encore un peu, mais je paraphraserai notre bien-aimé président Macron, je le dis avec un sourire, en disant que l'Union européenne est en état de mort cérébrale. La véritable Europe, l'Europe chrétienne des nations souveraines, elle n'est pas morte. On voit, Dieu merci, des exemples tous les jours de pays malgré les coups de boutoir qui leur sont donnés. Et je prendrais citer la Hongrie, on peut citer la Slovaquie, on peut citer un certain nombre de pays qu'on trouve d'ailleurs plus ou moins au sein de Visegrad, hein, d'associations des pays qui veulent marquer leurs différences et leurs intérêts nationaux, que je partage, moi pour la France. Et donc voilà l'explication de l'Europe est morte à Pristina. Rapide et très actuel, hein, comme titre. Oui, c'est très actuel. Je pense que donc elle met du temps à mourir, l'Union européenne, mais elle est morte en fait. Oui. C'est un cadavre chaud que nous avons devant nous. Hein. Voilà. Alors justement, j'en suis persuadé. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors mon colonel, Irina, elle, une question vraiment beaucoup plus historique à propos de l'amitié franco-serbe, et elle vous demande, pardon, hein, et bien finalement après des années d'atermoiement des hommes politiques français, pensez-vous qu'il y a un avenir à forger à nouveau finalement ces liens entre la France et la Serbie qui étaient très ténus, très solides, hein, pendant très longtemps, on sait bien. Nous venons de participer à la sortie d'un livre qui n'est pas encore bien connu parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'en faire la promotion, qui est ce livre à la Serbie, ce livre collectif auquel vous avez participé comme moi et bien d'autres amis, et qui se veut exalter justement l'amitié franco-serbe. Donc je crois que l'amitié franco-serbe, elle a quelque chose de spirituel qui échappe aux contingences du moment. Dieu merci, parce que sinon elle aurait disparu dans la bataille, si je puis dire. Mais elle est fondée sur un certain nombre de choses. Et d'abord sur une ressemblance de nos caractères profonds entre Serbes et Français. Je pense que nous avons beaucoup de caractères communs. Nous sommes au départ des peuples de paysans, de soldats, de poètes et d'écrivains. Et je pense que tout ça nous lie. Bien sûr, il y a l'histoire, il y a Hélène d'Anjou, sainte de l'Église serbe orthodoxe, mais princesse française, épouse du roi Auroche au Moyen-Âge. Et puis, il y a toute une histoire, une chanson de geste en quelque sorte. Il y a les cloches de Notre-Dame qui sonnent d'abord pour la victoire de Kosovo-Polier en 1389, et puis après, 3 jours après, qui sonne le glas pour annoncer plutôt la défaite, hélas, de la chevalerie chrétienne face aux forces du sultan. Et qui allait produire une occupation douloureuse pour la région. Alors tout ça, et puis il y a bien sûr la Première Guerre mondiale, etc. Cette amitié, elle trouve un symbole dans ce monument à la France qui est au Kalemegdan à Belgrade. Et c'est pas un hasard si notre jeune président, un peu inexpérimenté, mais voulant bien faire, est allé en Serbie en juillet dernier. On peut en penser ce qu'on en veut de son discours, mais il a voulu tenir au moins la moitié de son discours en serbe, au pied de ce monument. J'y vois quand même un symbole. Il avait écouté, probablement ce jour-là, des gens qu'il avait bien conseillés, pour une fois. C'était mieux que le 11 novembre précédent,
où il avait relégué dans une tribune secondaire le président serbe pour le 11 novembre 2018, les 100 ans de la victoire. C'était une insulte au peuple serbe et à l'amitié franco-serbe que de reléguer le président Vučić dans une tribune secondaire en mettant à côté de lui le chef des assassins de l'UCK, l'autoproclamé président de l'autoproclamée République du Kosovo. Donc ça, je pense que cette amitié, elle perdure, je pense, cher Alexis Troud, à travers des gens comme vous et moi, et il faut absolument la préserver. C'est des liens personnels. Si cela peut être des liens intellectuels, des liens culturels, il faut le faire également. Dans la recherche de la vérité aussi, je pense à notre ami le docteur Patrick Barriot, qui travaille actuellement dans une commission d'enquête pour faire la lumière sur les véritables événements de Bosnie quelques années auparavant, le Kosovo. Je pense à tout ça, c'est très important. La France a un rôle à jouer qui est d'abord celui-là, un rôle, je dirais, qui se place sur un terrain intellectuel, culturel et moral. Ensuite, bien sûr, je regrette que les entreprises françaises ne soient pas plus allant pour aller en Serbie aujourd'hui, en particulier les PME, parce que je pense qu'il y aurait énormément de liens à développer une fois qu'on se connaît, une fois qu'on a résolu les problèmes de langue, parce qu'ils existent, il ne faut pas les méconnaître, et les problèmes de tout simplement d'organisation du travail. Mais je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire dans ce domaine. Je regrette que ce ne soit pas le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, l'amitié franco-serbe, c'est quelque chose qui domine tout ça, qui plane comme une notion un peu hors du temps et qui durera toujours parce que c'est ainsi et que nos liens sont trop forts. Et je remercie mon cher Jacques pour cette analyse parce que vous comprenez bien que moi aussi, je partage tout à fait votre avis et que cette amitié ne peut que se renforcer dans les années qui suivent. Alors, malheureusement, le temps avance à grands pas. Et donc, je suis trop long. Hein. Je suis trop long. Non. Il nous reste donc 2 questions. Alors d'abord, celle d'Alexandar, qui vous pose la question, finalement, est-ce que le gouvernement serbe en fait assez pour que le Kosovo Metochi reste dans le giron de la Serbie? Et donc, en filigrane, c'est la question de est-ce que la diplomatie serbe est assez puissante? Est-ce qu'elle a choisi ses bons partenaires pour pouvoir garder ce qui lui appartient, c'est-à-dire sa province méridionale? C'est une question difficile parce que je ne peux pas me substituer aux autorités serbes. Puis je suis français, même si je suis serbe de cœur. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que la Serbie doit clarifier sa position vis-à-vis de ses alliances extérieures. Donc, on voit bien que je pense que la crise du coronavirus aura certainement des effets au plan géopolitique, au plan économique, au plan de la répartition un petit peu des alliances dans le monde. Je pense qu'il va y avoir 2 pôles qui vont se créer, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Les États-Unis vont essayer de tirer à eux l'Europe occidentale, comme ils l'ont toujours fait au moyen de l'OTAN. La Chine est une puissance émergente colossale. Et puis, il y a une puissance intermédiaire qui est essentielle aux Européens, c'est mon point de vue. Si l'Europe voulait être une entité indépendante de nations souveraines, mais une entité qui pèse, elle aurait besoin de la Russie. C'est son équilibre à l'Est, comme nous sommes son équilibre à l'Ouest. Et je pense que la Serbie doit se prononcer par rapport à ça. C'est un vrai sujet. On voit bien que le gouvernement serbe est tenté par l'Union européenne. Or, encore une fois, je pense que l'Union européenne est morte. C'est un machin qui a déjà fini d'exister. Donc, que la Serbie cherche à cultiver ses relations avec l'Europe, c'est normal. Elle est un pays européen, mais n'oublions pas, dans ce panel de pays européens, la Russie. La Russie et la Serbie ont des liens évidents au plan culturel, au plan spirituel, au plan religieux. Je dirais même leur écriture et leur langue sont presque sont cousines, allez, disons le mot. Elles ont beaucoup d'intérêt. Et je pense qu'il y a une vraie clarification à mener pour s'appuyer sur ceux qui ont vraiment envie d'appuyer la Serbie. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, en tout cas, je suis certain que l'Union européenne n'a absolument rien à faire de la province du Kosovo, du Metochi, et considère que c'est un faux problème qu'il faudrait régler
soit par une reconnaissance pure et simple de l'indépendance kosovare, entre guillemets, soit par un partage de territoire ou je ne sais quelle autre ineptie, car ce sont pour moi des inepties porteuses de violence. Pour moi, le Kosovo est ou serbe ou albanais. C'est la volonté des Albanais de se l'approprier. Ce serait un hold-up. Ils ont commencé, la moitié du hold-up est fait, je dirais, mais il y a moyen de revenir en arrière. Pour ça, il faut une diplomatie claire et active. J'observe que le ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, a obtenu une quinzaine d'États qu'ils renoncent à leur reconnaissance du Kosovo. C'est pour ça que nous sommes là. C'est un excellent travail. Nous rêvons que la France demain le fasse. Cet abandon de reconnaissance du Kosovo, c'est très important. Donc je pense que cette activité diplomatique doit se poursuivre. Je pense qu'il y a aussi une autre activité diplomatique qui doit s'exercer sur l'ONU, dont la résolution 1244 est toujours valide, mais toujours bafouée. Et il faudrait que les réfugiés serbes puissent rentrer en nombre au Kosovo. Il faudrait que la natalité serbe au Kosovo puisse reprendre. Pour ça, il faudrait un vrai programme à la fois familial et économique de soutien à la reprise des activités serbes au Kosovo et que ce soit possible au plan sécuritaire. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait que la police serbe, voire l'armée serbe, ait droit de regard sur ce qui se passe dans cette province qui est au regard du droit international, toujours serbe. Il faut le dire et le répéter inlassablement parce que je pense que beaucoup de gens, même en France, même de nos responsables, l'ignorent totalement. Je suis persuadé même que M. Macron l'ignore totalement. Voilà. Donc il faut inlassablement le dire et le répéter, et c'est un peu le rôle qui nous est assigné, cher Alexis, à vous, comme à moi, comme à beaucoup d'autres amis. Voilà. Non, entièrement d'accord. Vraiment, c'est une mission d'envergure à laquelle le collectif veut